Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Un an après la mort de Samuel Paty, la France s'apprête à lui rendre hommage. Demain, dans les établissements scolaires, il y aura une minute de silence et puis une heure de dialogue avec les élèves. Est-ce que ça doit être l'occasion d'ailleurs de passer quel message aux élèves, à notre jeunesse? Oui, d'abord, à l'approche de l'anniversaire, du triste anniversaire du décès de Samuel Paty, je veux d'abord adresser une pensée à sa famille qui doit vivre des moments extraordinairement difficiles, mais aussi aux forces de l'ordre qui sont intervenues ce soir-là. En ce qui concerne le message, je pense que c'est fondamental de rappeler les messages auxquels le professeur Samuel Paty était attaché, c'est-à-dire le dialogue, le fait qu'on puisse dialoguer, apprendre, échanger, s'écouter. Il me semble que c'est ça qu'il tâchait de faire, en tout cas dans sa classe. Que direz-vous ce matin au professeur qui serait tenté de faire ce qu'il a fait, ou en tout cas de remontrer les caricatures? Moi, je suis très prudente à chaque fois qu'il s'agit de donner des consignes aux professeurs. Je viens d'une famille de profs. La plupart des gens de ma famille sont dans l'enseignement et je suis très prudente. Je ne suis pas enseignante moi-même. Donc, je me garde bien de donner des injonctions aux professeurs. Je sais à quel point c'est difficile. Ils se sentent parfois démunis. Ils disent on n'a pas les codes, on ne sait pas quoi leur dire, on n'est pas suffisamment formé à la laïcité. Vous savez, je pense que quand on est enseignant, ce qui est encore pire, c'est quand vous avez des gens sur les plateaux de télé qui disent les profs, ils doivent faire ci et ça, des gens qui ne sont pas du tout enseignants, ce qui est mon cas. En revanche, sur la laïcité, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mis en place d'abord un grand plan de formation pour faire en sorte que 100% des agents publics soient formés à la laïcité. Et nous avons créé un bureau de la laïcité. Il n'en existait pas dans l'administration. Nous l'avons créé la semaine dernière. C'est un bureau qui pourra être un centre de ressources et accompagner les différentes associations qui auront des questions, des interrogations ou besoin davantage d'informations et qui coordonnera ce grand plan de formation à la laïcité. Je voudrais vous parler du collège Les Eucalyptus. C'est à Olioul, c'est dans le Var. Le maire républicain voulait renommer ce collège Samuel Paty. Et les professeurs, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes ont dit non. On dit non, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de devenir des cibles. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Moi, je comprends les gens qui ont peur et je ne veux pas leur jeter la pierre, surtout quand ce sont des professeurs et qu'ils ont vu qu'on a décapité en pleine rue l'un des leurs. Et je comprends encore plus, évidemment, la peur des enfants ou des parents qui ont peur pour leurs enfants. C'est tout à fait humain. Le maire, il a dit on est en train de se coucher, de laisser filer les valeurs de la République. Moi, je fais partie des gens qui défendent Samuel Paty, qui défendent Charlie Hebdo. J'ai fait la une de Charlie Hebdo récemment, je l'ai encadré dans mon bureau. Je suis menacée pour cela. J'ai eu des fatwas qui ont été lancés contre moi parce que je m'engage contre le séparatisme, parce que je m'engage contre l'islamisme radical. Avec Gérald Darmanin, nous avons porté une loi, la loi qui avait été annoncée par le président de la République dans son discours des Mureaux, pour prendre des actions concrètes. Et moi, mon travail en tant que ministre au ministère de l'Intérieur, c'est faire en sorte justement de créer les conditions pour que les gens puissent avoir de moins en moins peur. C'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine. On dit sous les collectifs, c'est ça qu'ils nous disent. Bien sûr, mais la peur est toujours là, mais la menace est toujours là aussi. C'est pour ça que je comprends les gens qui ont peur. La menace terroriste, elle est vivace. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'être très vigilant à l'approche de l'anniversaire du décès de Samuel Paty. Et c'est pour ça qu'on dissout. On dissout le CCIF, on dissout le collectif de Fek Cheikh Yassine. On a fermé plus de 670 lieux, mosquées radicalisées, débits de boissons, etc. depuis 2019. Donc il y a une action résolue de l'État sur l'entrave face à cette radicalisation. Que dites-vous à ceux qui, dans le débat public, veulent faire passer la tolérance avant la laïcité républicaine? Mais je crois qu'on ne peut pas opposer les deux. En réalité, souvent, la laïcité est mal définie. La laïcité, c'est pas être contre les religions. Au contraire, dans les grands principes de la laïcité, il y a la séparation entre les églises et l'État, mais il y a aussi la liberté de conscience, la liberté de culte. Et d'ailleurs, l'État finance la sécurisation des abords des lieux de culte avec des caméras de vidéosurveillance et des personnels, afin justement que chacun puisse croire ou ne pas croire librement. Et dans ce contexte-là, Thomas Soto en parlait tout à l'heure, Éric Zemmour, qui est donné dans ce sondage Harris Interactive au deuxième tour, dit islam et islamisme, c'est pareil. Non, c'est pas la même chose, non. Une personne qui est un musulman, croyant, respectueux des lois de la République, comme le sont l'immense majorité des musulmans de France, c'est pas la même chose qu'une personne qui est en train de fabriquer une bombe ou de préparer un attentat chez elle. Je trouve que c'est un amalgame odieux qui est fait par Éric Zemmour, qui cherche à diviser. Il dit qu'il veut, ou en tout cas il sous-entend qu'il voudrait devenir président de la République. Oui. Le rôle du président, c'est aussi d'unir le pays. C'est pas de diviser et d'attiser les haines. Mais comment vous expliquez qu'avec ce discours, un discours comme celui-ci, il puisse être donné dans des enquêtes d'opinion au second tour, qu'il soit porté, vous allez me dire si vous le reconnaissez ou pas, par une forme de dynamique dans le pays, dynamique électorale autour de lui, de sa candidature, de ses propos? Moi, je ne fais pas partie des gens qui contestent les sondages. Je regarde les sondages, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Ils sont une photographie de l'instant T. J'ai regardé les sondages d'octobre 2016. Ils donnaient Alain Juppé, président de la République, élu à plus de 36%, me semble-t-il, à l'époque. Et moi, j'étais en soutien avec Emmanuel Macron et nous étions bas dans les sondages à l'époque. Donc, je regarde aussi ça avec un petit peu de distance. Il y a une autre étude, me semble-t-il, qui est sortie aujourd'hui ou hier sur les préoccupations des Français, qui dit que la santé
santé est importante pour les Français, l'environnement, le pouvoir d'achat, l'éducation. L'immigration arrive en 13e position. Donc je ne suis pas persuadée que l'ensemble des Français se réveillent tous les matins en se disant comment on fait pour sortir les immigrés de France. Pourtant, vous en avez beaucoup parlé pendant ce quinquennat. D'immigration ? Oui. Moi, j'ai parlé beaucoup d'intégration. Moi, je suis la ministre en charge de On l'asile va et en de parler dans un l'intégration. instant, d'ailleurs. C'est la semaine de l'intégration. J'ai fait un plan pour intégrer les 3200 personnes qui sont arrivées d'Afghanistan ces derniers mois. J'ai fait un plan pour les Yézidis, ces femmes qui ont été victimes d'un génocide par Daesh en Irak notamment et qui sont arrivées en France, notamment avec Nadia Mourad, prix Nobel de la paix. C'est ça qui m'intéresse. Et on va en parler de la semaine de l'intégration, mais juste une dernière phrase. Elle est signée Elisabeth Badinter cette semaine dans l'Express. Elle dit « Si on avait pris les islamistes à bras-le-corps, il n'y aurait pas eu la montée d'Éric Zemmour ». Est-ce qu'elle a raison ? Je pense qu'on a pris ce sujet à cœur tard et c'est un on collectif, on les pouvoirs publics. Moi, très sincèrement, avant d'être au ministère de l'Intérieur, je n'avais pas conscience de la gravité de l'état de la menace islamiste en France. Et maintenant, effectivement, je considère que c'est l'une des priorités de l'action de notre pays, oui. Vous pensez que c'était aussi le cas du président de la République ? Non, je pense que le président Il avait conscience de cela ou est-ce qu'il a pris conscience aussi en arrivant en responsabilité de cette réalité-là ? Non, je pense que d'abord le président en avait conscience tôt. Son discours au Mureaux, il précède l'assassinat de Samuel Paty. Il l'a préparé pendant longtemps. Ça faisait 2 ans qu'il demandait à son gouvernement de faire une loi contre les séparatistes, de prendre des mesures. C'est le président qui a mis en place les CLIR, les cellules locales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, qui depuis des années, dans chaque département, passent en revue justement les lieux radicalisés. Et après, oui, bien sûr, à l'épreuve du réel, on évolue. Et le président l'avait dit lui-même d'ailleurs au Mureaux, quand on l'avait interrogé, en disant bien sûr, quand on voit le réel, bien sûr, on évolue. Alors, vous le disiez à l'instant, vous organisez la semaine de l'intégration sur tout le territoire national pour mettre en avant les initiatives d'accueil des réfugiés, en particulier, vous l'avez dit, des réfugiés afghans. Journée d'intégration plutôt que journée d'accueil. Alors, c'est une semaine sur l'intégration, oui, parce que l'intégration, c'est une démarche proactive. Je dis souvent que inclure, c'est pas juste ne pas exclure. Inclure, c'est pas dire je suis à une table et je vous interdis pas de venir. C'est faire la démarche d'aller chercher la personne, la prendre par la main et lui proposer de venir avec nous à la table. Et donc, c'est ce qu'on fait. Nous lançons cette semaine, avec le ministère de l'Intérieur, une plateforme de parrainage citoyen. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la crise afghane et au moment où Kaboul est tombé aux mains des talibans, beaucoup de gens ont fait des témoignages en disant « Nous, on veut aider. On est des citoyens et on a envie de faire quelque chose pour ces personnes qui arrivent d'Afghanistan. » Donc cette plateforme, elle s'appelle « Je veux parrainer ». Elle est disponible sur le site qui s'appelle réfugiés.info du ministère de l'Intérieur. Et dessus, si vous voulez par exemple donner des cours de français pendant quelques mois, si vous avez un logement à mettre à disposition, si vous avez une action à proposer, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et faire une action de parrainage vis-à-vis d'un réfugié ou d'une réfugiée. Réfugiés afghans ou réfugiés ? Tout réfugié, mais chacun peut, dans sa proposition, indiquer s'il a une sensibilité sur tel ou tel sujet particulièrement. Qu'ont fait les maires qui avaient proposé justement d'accueillir des migrants et notamment des réfugiés afghans ? Alors certains se sont engagés, pour d'autres c'est encore en cours dans un dialogue avec les préfets. J'étais au Havre lundi avec Édouard Philippe, maire qui est aussi bien passé. Ancien Premier ministre. Ça s'est fort bien passé, j'étais ravie de retrouver mon ancien Premier ministre. Mais particulièrement en tant que maire du Havre et moi en tant que représentante de l'État, nous avons signé un contrat territorial d'accueil et d'intégration. Ça veut dire concrètement que la ville du Havre s'est engagée à mieux accueillir les réfugiés dans les crèches, dans l'accompagnement au travail, etc. Ça c'est une action concrète que peut faire une collectivité et l'État s'engage à hauteur de 150 000 € pour financer ces actions. Puisque vous avez parlé d'Édouard Philippe, un mot sur la recomposition politique qui se poursuit. Est-ce que vous pensez que la majorité a besoin d'un nouveau parti de droite ? Moi, je pense que la majorité présidentielle a besoin, 1, de rester unie, et 2, de toujours s'élargir. Et donc, si on a des organisations qui veulent rejoindre la majorité, des personnalités politiques ou de la société civile qui veulent rejoindre la majorité, que ce soit par d'autres biais, je pense que c'est toujours Bruno positif. Le Maire, lui, dit le contraire. Il pense que recréer le clivage droite-gauche, en réalité, ça n'a pas de sens. Et moi, je ne suis pas du tout partisane du clivage droite-gauche. Moi, j'étais élue dans une majorité de gauche. Il y avait des socialistes, des écologistes, des communistes. J'étais de la société civile et j'ai rejoint En Marche, justement pour dépasser ces clivages et sortir des réflexes de Pavlov, de la droite et de la gauche. Alors justement, sur la droite et la gauche, il y a un débat qui divise la majorité, l'allongement du délai d'IVG à 14 semaines. Ce texte a été voté à l'Assemblée, mais il s'est perdu dans les procédures parlementaires. Est-ce que vous y êtes favorable à l'allongement de la durée de l'IVG ? Moi, je suis favorable surtout à ce que l'IVG puisse être pratiquée. Il y a une vraie différence aujourd'hui en France entre le droit formel et le droit réel. Le droit formel, c'est que vous avez droit à l'IVG, on peut aller avorter. Le droit réel, c'est que vous avez énormément de zones qui sont des déserts médicaux dans lesquels il est impossible d'avorter parce que le temps que vous ayez un rendez-vous, vous avez dépassé les délais. Donc, je pense que allonger les délais pour l'IVG, ça peut être une solution, mais la vraie solution pour moi, c'est surtout avoir un maillage territorial de gynécologues, de sages-femmes qui permettent d'avoir accès à la contraception et quand les femmes le souhaitent, d'avoir accès à l'IVG. Merci beaucoup, Marlène Schiappa, d'avoir été mon invitée ce matin. Avec plaisir.